Mes chers élèves, bonsoir. Toujours au rendez-vous et aujourd'hui, notre activité sera consacrée à la lecture. Le support qu'on a choisi pour vous est le chapitre numéro 6. Je vous invite donc à lire le chapitre numéro 6. Bien sûr, tout le monde a lu le passage, c'est très bien. Ok, parfait. Donc, si je vous demande de me situer le passage, vous allez dire quoi? Bien sûr, vous allez me dire, monsieur, dans sa cellule, le condamné dispose de tout ce qu'il faut pour écrire. Bravo, c'est très bien. Bon, après avoir situé le passage, on passe à répondre à quelques questions, s'il vous plaît. Alors, si je vous pose la question suivante, à qui le narrateur parle-t-il? Bien sûr, vous allez me répondre, monsieur, le narrateur parle à lui-même. Alors, comment appelle-t-on ce type de discours dans ce cas? Ce discours, vous allez me dire, monsieur, c'est un discours délibératif. C'est un monologue délibératif. Très bien. Donc, à quelle forme est la première phrase de ce discours délibératif? C'est une phrase interrogative. Très bien. S'agit-il d'une vraie question? Est-ce qu'il s'agit d'une vraie question? Bien sûr, non. C'est une question rhétorique. On a déjà parlé de ça. Une question oratoire. Et si je vous demande encore une fois de me reformuler, si c'est possible, la phrase à la forme déclarative, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, puisque j'ai le moyen d'écrire, je le ferai. Très bien. Sauf qu'avec la phrase interrogative rhétorique, c'est plus fiable, c'est plus pertinent, c'est plus convaincant qu'avec la phrase déclarative. Voilà le rôle donc de la phrase oratoire ou bien rhétorique. Très bien. De quel moyen le narrateur dispose-t-il pour écrire, d'après votre lecture, mes chers amis? A. Le narrateur dispose d'une plume et d'un encrier. Bon, dans un premier abord, le narrateur, il a hésité entre écrire ou ne pas écrire, bien sûr, ses mémoires, ou bien son journal intime. D'accord. Alors, encore une fois, sa situation est-elle favorable à l'écriture? Si je vous pose la question, est-ce que la situation du narrateur est favorable à l'écriture ou non? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, dans un premier abord, la situation, elle est défavorable. Si vous justifiez votre réponse, vous allez dire quoi? Vous allez dire, monsieur, parce que il est pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour ses pas, sans horizon pour ses yeux, et pour unique distraction machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre. Et puis, quand il va dire encore une fois, et que trouverai-je dans ce cerveau flétri? Donc sa situation, elle est défavorable à l'écriture dans un premier abord. Ok. Mais il s'est posé des questions, oui ou non? Bien sûr. Donc le narrateur, il s'est posé des questions. Pourquoi il s'est posé ces questions? Donc il est en train de délibérer pour prendre une décision. Faut-il ou non écrire? Alors à quoi le narrateur aboutit-il à la fin de cette première étape de la réflexion? C'est de ne pas écrire. Alors le paragraphe qui suit commence par pourquoi non? Alors à votre avis, quel serait l'intérêt de cette question? L'intérêt, c'est qu'il est en train de trancher quant à l'écriture de ses mémoires. Pourquoi non? Ça veut dire, bien sûr, je vais écrire. Alors là, il ne va plus hésiter, il va trancher. Mais, est-ce qu'on peut vraiment relever les arguments qui ont un peu aidé, ou bien qui ont, en quelque sorte, incité le narrateur à écrire, qui l'ont encouragé à écrire? Ah, donc si vous allez faire attention, en lisant, vous avez peut-être donc relevé beaucoup donc d'arguments, à savoir, normalement, ce que j'écrirai ne sera pas inutile. Déjà, il y a une méthode, vous l'avez étudié en figure de style, d'accord? Et puis ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile, ça veut dire qu'il sera utile, d'accord?
Et puis, ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le montrer au moment où il me sera physiquement impossible. Donc là, il va se poser des questions oratoires. Ce sont ces questions oratoires qui vont le pousser à écrire ses mémoires, bien sûr. Mais à qui le narrateur destine-t-il ce qu'il écrit, à votre avis? Oui, très bien. Donc c'est pour les jurés, pour les magistrats, pour tous les responsables, bien sûr, ou bien pour tous les partisans de la peine capitale, bien sûr. Alors, par quelle expression désigne-t-il ses destinataires? Ah, il a employé encore une fois une figure de style. Et c'est une périphrase. Et c'est une périphrase dévalorisante. Donc, pour minimiser, pour un peu rabaisser du rang social de ceux des juges et des jurés, il ne les a pas nommés. Il a plutôt choisi une figure de style qui est la périphrase et pour dévaloriser leur rang social, bien sûr. Et puis, à quelle machine le narrateur fait-il allusion en parlant de la chute verticale d'un côteau triangulaire? Encore une fois, c'est une figure de style. Encore une fois, c'est la périphrase dévalorisante. La chute verticale d'un côteau triangulaire n'est autre chose que la guillotine. Donc, au lieu de dire la guillotine, il va la minimiser en disant la chute verticale d'un couteau triangulaire. Donc, il fait allusion à cette machine infernale, bien sûr, dite guillotine. Alors, après avoir délibéré, quelle décision prend-il finalement, le condamné à mort? Oui, très bien. Donc, il va décider d'écrire son journal intime ou bien ses mémoires. Et pour la simple raison qu'il espère que ce journal intime ou bien ses mémoires arriveront dans les mains des responsables et qu'ils vont remettre en question normalement cette peine inhumaine qui est la peine capitale. Merci, bon courage.